enchaîner avec le travail sur les intestins, mais vu la façon dont la conversation s'engage et qui est très intéressante, j'avais envie de vous faire le passage que j'ai créé cette semaine sur ce qu'est la conscience, les émotions et comment tout ça circule dans l'univers et entre nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je suis. Oui? Yes. Oui, oui. Ok, Écoute, je vous oui. présente ça. Alors, je vais faire le partage. Avant ça, je veux ajouter une phrase. C'est ce que M. Kesh a dit. Notre âme est un plasma. C'est le plus grand plasma qu'on peut avoir. C'est pourquoi avoir conscience en soi, c'est élever notre plasma sur toutes les choses. Merci beaucoup. Voilà, donc ça traite des émotions et de l'univers. Alors, c'est un petit peu, on m'a dit que c'était un peu scientifique, effectivement, parce que si on ne comprend pas, jusqu'à présent, il y avait la spiritualité qui était d'un côté et la compréhension scientifique était de l'autre, et les deux n'arrivaient pas à se rejoindre, et on expliquait la matière par la spiritualité. Aujourd'hui, comme le fait M. Kesh, c'est la compréhension scientifique qui va permettre d'expliquer la spiritualité. Donc là, maintenant, on ne peut plus être dans le vague sur le plan spirituel. Et c'est ça qui est difficile, d'avoir cette compréhension qui va nous amener à avoir cette certitude absolue. Si on regarde bien maintenant, par exemple, un proton. Un proton est constitué de particules d'énergie, qu'on appelle des grains d'énergie de Planck, qui est la plus petite partie de l'univers que les scientifiques et les physiciens se servent pour calculer toutes leurs équations quantiques. On appelle ça la constante de Planck. Je ne vous donne pas les chiffres, hein, mais sachez que c'est la plus petite partie. Ça se met à 10 puissance moins 39, donc c'est extrêmement petit. Donc un proton est constitué de tous ces petits grains de Planck qui sont des plasmas. C'est le plus petit plasma qu'on puisse trouver dans l'univers, à l'intérieur d'un proton. Imaginez l'univers maintenant avec à l'extérieur de l'univers, on l'imagine comme une sphère, et vous avez tous ces petits grains d'énergie de Planck qui sont les mêmes, qui se trouvent à la périphérie de l'univers. Eh bien, si on fait le rapport entre la quantité d'énergie qui se trouve ici, plus celle qui se trouve à l'intérieur, on va avoir un certain rapport, un certain pourcentage. De même, si on fait le rapport entre toute l'énergie qui se trouve à l'extérieur d'un proton, par exemple, divisé par toute l'énergie qui se trouve à l'intérieur, eh bien, on va obtenir exactement au 10 millionième près le même chiffre que pour l'univers. Ça veut donc dire que l'image du proton est exactement la même que l'image de l'univers. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la matière noire? Jusqu'à présent, on a toujours parlé de la matière noire, mais jamais personne n'avait été capable de la définir. Alors, on en parle, on dit qu'elle existe, on dit que c'est source d'énergie. En fait, cette matière noire, elle est constituée de toutes ces énergies de Planck, qui sont ce qu'on appelle les plasmas primordiaux. C'est donc une quantité d'énergie invisible, puisqu'elle est noire, donc elle n'est pas perceptible pour nos yeux, et elle est contenue dans un proton. Et donc son diamètre est d'environ 40 trillions de fois inférieur à celui du proton. Une unité de Planck, c'est donc un champ Magrav qui est constitué comme un tore, et donc l'unité primordiale d'énergie. Le problème, c'était de comment mesurer cette masse d'énergie. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une masse? Bien, jusqu'à présent, tout le monde parlait de la masse. On sait ce que c'est qu'un poids. Le poids, je pèse 70 kilos, vous pesez 65, etc. Mais qu'est-ce que la masse? Alors, on sait que la masse est indépendante de la pesanteur, mais personne n'a jamais été capable de calculer ce qu'était une masse. Eh bien, un Planck, il a une masse de 1 100 millième de gramme. Donc, c'est un petit peu comme si on calculait à partir de E égale mc2. Donc, ça veut dire qu'on est capable de calculer la densité du vide quantique. Et ce vide quantique, il est de 10 puissance 93 grammes mètres par centimètre cube. C'est donc ce qu'on appelle la masse,
c'est la densité du vide quantique. Or, ce vide quantique, il n'est pas vide, puisqu'il est constitué de tous ces petits plasmas. Donc, une masse, c'est une densité de toutes ces mini-particules qu'on trouve à l'intérieur d'un proton. Là, je vous ai donné le volume d'un proton. Donc, vous voyez que c'est extrêmement petit, c'est 10 puissance moins 39 cm3. Si on regarde la densité d'un proton, ça représente 10 puissance 55 grammes-mètres, soit celle de l'univers. Là, je pense que vous commencez à entrevoir pourquoi on se prend pour l'univers et pourquoi l'univers se prend pour nous. Ou est. Donc, la densité des champs plasma de matière noire invisible, c'est celle de l'univers. Donc, la solution qui en découle, donc je vous passe un petit peu toute une série de calculs, c'est que la solution, c'est que le proton est un trou noir. Et on va voir ce que c'est qu'un trou noir. Donc, il contient un trou noir, en son centre, l'ensemble de la masse de son univers, de son tor. Donc, imaginez un entonnoir, ou un diabolo plus exactement, un double entonnoir, et avec en son centre, il contient toute la masse du diabolo. Donc, désormais, on sait ce que c'est qu'une masse. On est capable maintenant de la définir. Jusqu'à présent, on ne l'avait jamais fait. Et donc, elle est liée à la quantité d'énergie gravitationnelle. Qu'est-ce qui permet à un proton d'être un proton? Eh bien, c'est cette densité de mini-amas graves qui sont comprimés à l'intérieur du proton et qui permettent de le maintenir en cohésion. Alors, que ce soit la cohésion d'un proton, d'une planète, d'un soleil, d'une galaxie, c'est la même chose. C'est cette matière noire qui est la source de la gravitation. Donc, la gravité vient de la matière noire. C'est elle qui permet de maintenir ces grains d'énergie de Planck les uns avec les autres. Si on regarde donc un proton, jusqu'à présent, M. Kesch le représentait de cette façon, avec trois composantes, la matière, l'antimatière et la matière noire. Eh bien, on pourrait représenter en fait le proton de cette façon-là, avec en son centre la matière noire, qui représente la majeure partie, le dessin n'est pas tout à fait exact, la majeure partie du proton est ici sous forme de grains de Planck ou d'unités de Planck. Autour, on a ce qu'on appelle la partie de matière transitionnelle et à la périphérie, la matière. Vous remarquerez ici qu'on a la fleur de vie. Parce que tous ces grains d'énergie de Planck sont des unités sphériques, comme des nuages en fait. Hein. Ça n'a aucune réalité matérielle, ce sont des nuages de gaz plasma. Ces sphères sont imbriquées les unes dans les autres, on verra tout à l'heure comment ça se produit. Et étant imbriquées les unes dans les autres, elles ont leur cohésion par la gravitation. Donc la gravitation, elle naît ici. Donc cette partie-là représente la majeure partie du proton ou d'un plasma, avec autour un plasma qui est la matière de transition, et ici la matière réelle. Donc si on revient à ce qu'est la masse, c'est donc l'expression de la proportion des grains d'énergie de Planck, ou plasma primordial, à la surface d'un proton par rapport à la quantité de grains dedans le proton. Donc c'est le rapport entre les grains qui sont à l'extérieur et les grains qui sont à l'intérieur. C'est une quantité de pression. Ce pourcentage est égal à 1,683 multiplié à la puissance 10 fois à la puissance 10, 34 grammes-mètre, soit une quantité d'énergie de Planck. Donc les chiffres, vous n'avez pas besoin trop de vous en souvenir, c'était pour être plus précis dans mes propos. Mais ce chiffre est exactement, et ça vient d'être découvert il y a très peu de temps, ce chiffre représente exactement ce qu'est un trou noir. Jusqu'avant 2015, on ne le savait pas.
Donc, pour résumer, les particules de Planck plasmatiques tournent sur elles-mêmes, et tenez-vous bien, elles tournent à la vitesse de la lumière. Et c'est pour ça, et c'est comme ça, que se définit la vitesse de la lumière. Donc, toutes ces particules ici ont ce qu'on appelle un spin, une rotation, et donc ces particules tournent les unes par rapport aux autres à la vitesse de la lumière, d'où la lumière. Après, que la lumière soit visible ou non visible, ça dépend de notre œil constitué d'acides aminés, ce qu'on appelle le filtre. Alors, le trou noir est-il invisible? Pourquoi on ne voit pas un trou noir? Alors, on va prendre une image. Imaginez que vous êtes dans votre baignoire et que ce baignoire soit rempli d'eau. Et on va imaginer que ça, c'est votre baignoire, c'est votre univers. Si vous vous mettez un masque de plongée et que vous ouvrez la bonde et que vous regardez l'eau s'écouler au fond de la baignoire, qu'est-ce que vous allez voir? Bien, vous voyez le tourbillon qui se forme près du siphon. C'est-à-dire, vous voyez la matière du siphon, en quelque sorte. Mais, pendant que vous regardez le siphon, au fond de la baignoire, vous ne voyez pas ce qui se passe en surface. Pourtant, si vous prenez un autre observateur en dehors de la baignoire, lui, il voit ce qui est à la surface. Et il voit que la surface commence à former une incurvation de l'eau. C'est ce qu'on appelle la courbure de l'espace, que nous, on ne perçoit pas, puisqu'on est à l'intérieur. Et ce tourbillon tourne tellement vite qu'il rassemble et condense toute l'énergie de l'eau du bain dans son centre, c'est-à-dire la masse de toute l'eau. Et c'est pour ça que nous ne percevons pas, nous la percevons comme matière, puisqu'elle devient plus dense. Par contre, en surface du tourbillon, eh bien, l'eau va beaucoup moins vite, et c'est pour ça qu'on la voit en tant que matière. Donc, quand on dit que ici, toute l'énergie dans les champs plasmatiques, on a le maximum de force, et plus on va vers l'extérieur, plus il y a un ralentissement de l'énergie jusqu'à ce qu'on ait production de matière. Donc la matière se trouve ici avec une vitesse beaucoup moins rapide. L'énergie de la lumière noire provoque la dilatation de l'univers vers son expansion, avec un accroissement de la vitesse. Donc plus on s'éloigne dans l'univers, plus la vitesse est importante. Tout est une question d'échelle. À l'échelle de notre corps, on a une certaine vitesse. Si on prend la vitesse dans notre système solaire, on a la vitesse de la lumière. Mais si on sortait de notre univers et qu'on passait dans un autre univers, on aurait une vitesse qui serait peut-être double ou triple, et ainsi de suite. Donc cette même énergie qui est dans le proton et dans le vide de l'univers est la même et fait que nous sommes interconnectés dans cet univers. Donc l'énergie qui est ici est strictement la même que celle qui est dans l'univers. Donc quand on parle de ces énergies, on va dire, tout ça, on considère que ce sont des grains plasma primordiaux. Donc désormais, la démonstration mathématique, et ça c'est quelque chose de très récent, qui a été fait en 2015, que l'unité d'énergie du vide de Planck, c'est-à-dire celle de la matière noire, le proton, l'électron, sont tous des trous noirs. Dans un proton, il y a une puissance de 10 puissance 55 grammes d'énergie de vide de Planck, soit la masse de l'univers. Donc un proton contient la masse d'information de l'univers. Donc vous commencez à entrevoir que toute l'énergie d'un proton, par exemple, est strictement la même que l'énergie de l'univers. Comment les protons transmettent l'information les uns aux autres? Chaque proton à sa surface est criblé de petits trous qu'on appelle les trous de verre et qui vont créer entre un autre proton ou l'univers. Donc imaginez ici un petit canal infinitésimal qui transmet son information ici, c'est-à-dire les bits, ce qu'on appelle les bits de Planck, ou je cherche l'autre terme, les unités d'énergie vont circuler dans ces microcanaux jusqu'aux confins de l'univers à tous les autres protons. Tous les protons qui sont autour à côté de lui
vont recevoir l'information du proton. Le proton qui est à côté va transmettre son information également au proton d'à côté, et ainsi de suite. On peut donc dire que l'ensemble des protons de l'univers sont tous interconnectés les uns aux autres. Maintenant, voyons la force de gravité. Jusqu'à présent, la force de gravité n'a jamais été définie. On sait qu'elle est de 9,8 des poussières, mais on ne l'a jamais définie. Parce qu'on n'avait jamais défini la matière noire et on n'avait jamais défini ce qu'était la masse. C'est-à-dire qu'on utilisait en physique le terme de masse sans être capable de dire mais d'où venait cette masse. Donc elle se détermine quand deux protons girent l'un à côté de l'autre et à ce moment-là, ils s'attirent. C'est ce qu'on appelle la force de gravitation. Donc que ce soit le Soleil et la Terre ou deux protons séparés. Désormais, on sait donc que cette force de gravité de notre planète, mais qu'elle est et comment elle naît au centre du noyau Caroline de Kesch. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de ce schéma que montre M. Kesch avec les deux balles imbriquées les unes dans les autres, la croûte terrestre, une deuxième couche liquide, une deuxième couche solide, et au centre, ce que lui appelle le centre Caroline. Donc on sait maintenant comment cette force magnétique naît dans ce centre. Donc le problème, c'est que les outils d'analyse des laboratoires de physique nucléaire ne sont pas assez précis, puisqu'ils disposent, ils font leur mesure avec un pourcentage de 4% d'erreur pour mesurer la masse du proton. Aujourd'hui, on a réussi à calculer la masse du proton, exactement comme l'avait prévu Einstein. Je crois que c'est à 0,0000 et quelques pourcents de marge d'erreur. Donc le problème, c'est que les laboratoires actuels ne sont pas capables, avec leurs instruments de mesure, de trouver la mesure exacte. Revenons-en maintenant à la naissance de ce qu'on appelle la fleur de vie. Si, dans un proton, on va imaginer que ceci est un proton. Si vous essayez de placer tous les plasmas, les bits d'énergie, les plasmas d'énergie primordiaux les uns à côté des autres, eh bien vous apercevez ici que vous ne pouvez pas combler le vide. La seule manière de combler le vide, c'est que ces sphères de plasma soient imbriquées les unes dans les autres. Donc vous avez ici le prémisse de la construction de la fleur de vie. Donc vous pouvez remplir un proton de cette façon-là, vous pouvez remplir l'univers de cette façon-là. Donc l'univers, que ce soit les planètes, le Soleil, donc on va dire c'est tous ces mini-plasmas primordiaux remplissent l'ensemble de l'univers et sous cette forme-là primordiale. Rappelez-vous qu'un proton contient l'ensemble de l'information de l'univers et que l'univers contient l'ensemble de l'information d'un proton. Un proton ici, avec l'ensemble ici sous forme de fleur de vie de l'ensemble des unités d'énergie, l'ensemble de l'univers qui est la réplique du proton. Donc nous sommes constitués de milliards de protons en tant qu'êtres humains physiques constitués. Par conséquent, puisque nous sommes des quantités de protons, nous sommes donc identiques à l'univers. Tous nos protons contiennent le même nombre de grains d'énergie fondamentale qu'un seul proton. Et chaque proton contenant la même quantité de grains d'énergie que la surface de l'univers. Donc le proton est l'univers et l'univers est le proton. Donc ici, on peut représenter un univers, deux univers, trois univers, et le multivers, par exemple. La construction sera toujours la même, il y a toujours imbrication. Jusqu'à présent, on parlait de l'électron-électricité sans savoir ce qu'était un électron. C'est-à-dire qu'on en parle, on s'en sert pour mesurer, on sait qu'il a une charge, mais jusqu'à présent, on était incapable, et moi, ça m'a toujours frappé, moi, depuis que je suis mes cours de physique, quand on parlait de la charge d'un électron, je n'ai jamais compris pourquoi on parlait d'une charge d'électron, puisqu'on ne savait pas d'où ça venait.
Et donc, on vient de découvrir, on vient de calculer la masse d'un électron. C'est pareil, ça date de 2015. Donc voilà, ici, je vous donne les chiffres. Je vous en fais grâce. Donc, on est parti de la dimension d'un atome d'hydrogène. On peut prédire donc à ce moment-là, avec cet atome d'hydrogène et la quantité d'énergie plasma à l'intérieur de l'hydrogène, eh bien, on peut prédire toute la table des éléments atomiques. Donc, j'espère que M. Kech va nous la sortir d'ici peu et où elle est en cours de préparation. Là, ici, je vous ai montré comment on calcule ce qu'on appelle une constante qui sert de base à tous les calculs de la physique actuelle. Le problème, c'est qu'il fallait résoudre d'où vient cette charge de l'électron. Donc, on sait qu'un proton, il tourne à la vitesse de la lumière. Excusez-moi, il y a une faute. Donc, c'est ça, c'est la vitesse de rotation de tous ces plasmas primordiaux qui tournent à la vitesse de la lumière, et c'est ainsi qu'on a la vitesse de la lumière. Si on considère une sphère, la vitesse de rotation diminue si on augmente le rayon de la sphère. Donc ici, la vitesse est infiniment grande, et plus on se rapproche de l'extérieur, plus la vitesse diminue. D'où la constitution de matière, par exemple. Où la vitesse de la lumière devient visible. Donc, imaginez ceci, donc on l'avait déjà vu dans la forme du plasma sous forme de spirale. Au centre, la force la plus importante et à l'extérieur, la force la moins importante. Et ça tourne de moins en moins vite. Quand cette vitesse de rotation parvient à 137 fois moins vite que celle de la lumière, alors on obtient l'atome d'hydrogène. Si on augmente le rayon de la vitesse, elle décroît et on obtient l'atome d'hélium, puis celui du lithium avec 3 électrons, et ainsi de suite. D'où un nouveau tableau atomique qui indique la décroissance des vitesses de rotation successives de l'atome d'hydrogène. Je vous laisse relire cette phrase. La deuxième chose, c'est que jusqu'à présent, on pensait qu'il y avait, on en a parlé la dernière fois dans un premier cours, on pensait qu'il y avait des niveaux d'énergie où se plaçaient les électrons avec différentes couches, un électron sur la première couche, 2, 3, 4, jusqu'à la couche S. En fait, il n'y a qu'un seul électron, et cet électron se positionne à une telle vitesse qu'il donne l'illusion d'être sur des couches. Par conséquent, maintenant, on sait que l'électron est un plasma, ou que ce plasma est un grain d'énergie qui circule dans nos couches nanométriques. Donc, c'est bien un électron qui circule dans les couches nano, sous forme de grain d'énergie. Si je considère que je suis un point de vue, et un point de vue, c'est un point d'où l'on voit. Donc, c'est l'énergie du vide. C'est un grain d'information Planck qui crée l'électron. Chaque point de l'univers est donc le centre d'un univers. Donc, que vous preniez, imaginez tout ça comme un univers. Ce point-là est un point de vue, ce point-là est un point de vue, celui-là aussi et celui-là aussi. Donc, nous sommes tous différents dans un magma de champ magrave commun. Par contre, nous sommes tous le centre de l'univers. Sinon, on aurait des problèmes de couple. On aurait du mal de s'entendre. Puisque je vous rappelle que si je considère ce plasma et ce plasma, les plasmas communiquent les uns avec les autres par ce qu'on appelle les trous de verre. Donc, ceci est relié, ceci est relié. Chacune de nos compréhensions individuelles nourrit l'univers qui nous le retourne comme la source, l'âme informationnelle globale.
Notre ARN est l'antenne de captation par l'intermédiaire de notre centre émotionnel, qui n'est qu'une masse d'eau. Je vous en ai parlé la dernière fois, quand on reçoit un coup qui va buter contre une masse d'eau au niveau du cerveau. Donc nos opinions, les assertions sont vraies à condition qu'elles soient basées sur cette compréhension fondamentale. Donc c'est ça qui nous permet d'avoir cette compréhension que j'essaie de vous expliquer ce soir, qui va nous donner la certitude à partir de la compréhension. On ne peut pas avoir la certitude de quelque chose si on ne l'a pas compris. Donc, peu importe la façon dont quel est le chemin de votre compréhension, il faut vraiment avoir la compréhension. Donc, l'univers, c'est comme une chambre d'écho. C'est moi qui fais la comparaison. Donc, en alimentant l'univers, celui-ci devient plus intelligent, il augmente sa mémoire et il nous la retourne à une puissance inimaginable. Donc, la somme de tous nos points de vue, de toutes nos réalisations individuelles est comprise par l'univers et il nous le retourne de façon collective. Donc, c'est en cela que c'est une chambre d'écho. On va revenir au schéma fondamental. Ce que ma réalité est envoyée à l'univers, ta réalité est envoyée à l'univers, sa réalité est envoyée à l'univers, et l'univers renvoie à chacun une réalité augmentée. Le retour de cette réalité ne se fait pas forcément en ligne droite puisqu'elle va se faire de proton à proton. Donc, il y a un petit délai de retard. Voilà, je vous ai fait un petit dessin. L'univers, ici, nous sommes là. On a chacun notre réalité. On raconte ce qu'on a envie de raconter. On pense ce qu'on a envie de penser. On fabrique ce qu'on a envie de fabriquer. Tout ça, ça part dans la direction de l'univers à travers la chaîne de protons. Et tout ça, ça nous revient sous forme de messages et d'informations perçus par nos émotions. Pourquoi nous sommes à la fois créateurs et effets de notre création. Donc on a vu qu'un proton contient toute l'information de tous les protons de l'univers. Un proton de notre corps contient toute la quantité d'énergie primordiale de celle de notre enveloppe protonique, celle de notre peau. Donc chaque point de notre peau est la réplique de toute notre enveloppe corporelle. Donc on pourrait dire que tout est dans tout. Donc M. Durand contient toute l'information de M. Dupont et inversement. Qui sommes-nous? Là, je vous ai représenté 6 personnes différentes. La masse de l'univers. Eh bien, chaque personne a une antenne. Et chacun doit positionner son antenne de façon à percevoir ce que l'univers lui envoie. Pardon, excusez-moi. Donc tout à l'heure, dans le KSW 200, M. Kesh disait qu'il fallait accorder. Est-ce que vous vous mettez en radio FM? Est-ce que vous vous mettez en grandes ondes, en petites ondes, en ondes courtes? Chacun doit régler son antenne. Maintenant, je vous ai montré comment on bouge dans l'univers. Qu'est-ce que le mouvement dans l'univers? Sur Terre, on se déplace d'un point à un autre, à peu près en ligne droite. Le problème, c'est que la Terre tourne. Donc, cette ligne droite, étant donné que la Terre tourne, va devenir une sinusoïde. Seulement, la Terre, elle tourne autour du Soleil. Donc, cette ligne sinusoïde va devenir une sinusoïde, un solénoïde. On se déplace donc comme ça, dans l'espace. Et si maintenant je continue à me déplacer dans l'univers, eh bien je vais avoir un complexe de ça sous la forme d'un autre solénoïde, où le schéma n'est pas tout à fait exact, mais c'est pour vous montrer la complexité de l'ensemble des mouvements de par les différentes rotations auxquelles on est soumis et le fait que le Soleil, lui, progresse dans l'espace. Donc, on informe la source de l'univers
de là où on va, et à ce moment-là, l'univers va recréer notre corps en retour. Nous sommes ici, on informe l'univers qu'on va faire un déplacement, et l'univers nous renvoie le déplacement. Autrement dit, ceci se fait à la vitesse de la constante de Planck. Donc, ça veut dire qu'on est créé et décréé à chaque milliardième de seconde, un petit peu comme une image stroboscopique. Donc, nous, on voit le film, sauf que le film, il se fait en fait image par image. Comment intégrer l'âme physique dans l'âme source? Là, je vous ai retracé les aimants qu'avait montré M. Kesh. L'âme physique, l'âme source. L'âme source, on vient de voir que c'est l'univers, en même temps que c'est nous. L'âme physique, l'âme de l'univers, la source. Donc, on voit que la source est à la fois extérieure à nous et intérieure à nous. Comment utiliser les émotions et comment faire? Donc, c'est faire rapport à ce que je vous ai expliqué, on a vu tout à l'heure dans le KS 200, le KSW 200. Le problème, c'est de savoir transporter son émotion ou sa partie d'âme physique à l'intérieur de l'âme. Eh bien, il faut utiliser un véhicule, et le véhicule, ce sont les émotions. Et les émotions, c'est l'âme de la source inconditionnelle, ce qu'on appelle, moi j'appelle l'univers protonique ou neutronique. Maintenant, si on regarde un petit peu le rapport avec les émotions, tout à l'heure, je vous ai montré un schéma avec, dans le cerveau, la partie émotionnelle vers l'avant et la partie de l'âme avec le point noir, l'âme de l'homme. Eh bien, cette partie émotionnelle, c'est comme s'il y avait des boutons de radio, et donc il faut régler le tuning de votre radio de façon à pouvoir capter l'information de l'univers. Alors évidemment, c'est comment tourner le bouton. Eh bien, on le tourne par l'observation, l'état d'être d'observation. Donc, il faut être dans ce que j'appelle un état de pure observation et rien d'autre. Donc, si vous regardez un pot de fleurs pendant votre état d'observation et que soudain vous vous dites « Ah, les fleurs sont jolies, elles sont belles », ou alors « Oh, le pot il est en plastique »,« Oh, le temps me paraît long », ou « J'entends pas le bruit de la chaudière, j'entends plus rien »,« Oh, ma respiration, j'ai du mal », ça veut dire que vous faites autre chose que d'observer. L'observation passe essentiellement par la vue qui contient les 5 sens. Les autres sens ne peuvent pas contenir les autres sens, hein, à part l'audition, l'ouïe. Donc, il faut passer par la voie. Passer par la voie auditive va être donc réducteur. Donc, si vous écoutez vos émotions, ben, vous n'allez pas utiliser tous les canaux. Il faut être dans l'état d'observation. C'est-à-dire que observer, d'ailleurs, on peut le faire les yeux fermés ou les yeux ouverts, mais en fait, on ne fait pas appel à ses yeux physiques. Pour ça, il faut s'exercer à pratiquer. Donc, moi, ce que je vous conseille comme exercice, pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont pas déjà travaillé ça, c'est de se placer devant un mur blanc et d'observer le blanc. Pas le mur avec ses défauts, mais simplement le blanc et c'est tout. Et vous faites ceci pendant 10 minutes, voire une demi-heure, ce qui est mieux. Si vous êtes musicien ou peintre ou créateur artistique, vous faites l'expérience et vous allez voir ce qui va se passer. Observez et souriez. Donc, c'est un autre exercice de façon à observer vos émotions. Donc, alors, quel endroit vous allez placer votre observation? Bien, si vous êtes dans un état de colère, observez où se situe la colère dans votre tête, c'est-à-dire la sensation physique, une sensation de plénitude, de chaleur ou d'hyperpression. C'est tout ce qu'il y a à observer. Si vous sentez de la tristesse, même chose. Vous allez placer votre observation là où votre corps ressent quelque chose dans la poitrine, ou là où les larmes naissent. Donc les larmes, elles naissent dans les yeux, mais leur naissance est en fait ailleurs, quelque part dans votre corps.
Si vous ressentez de la peur, vous allez observer dans le bas de votre corps, sans doute, une sorte de torsion, mal au ventre. Si vous ruminez, que vous ressassez sans cesse, vous allez sentir comme un hamster dans sa cage, vous gambergez. À ce moment-là, observez dans la poitrine où se trouve la tension. Alors maintenant, il va falloir communiquer avec ce qu'on appelle le diencéphale, c'est-à-dire la partie de l'âme. Nous percevons la lumière, c'est-à-dire les photons, mais notre diencéphale est capable d'émettre des photons, puisque nous sommes des protons, nous sommes des grains d'énergie, des grains plasma, donc nous sommes capables d'émettre des photons. Ces photons sont de l'information. Les grains de Planck sont des grains d'information, d'énergie et d'information. Donc il faut apprendre à créer de la sérénité avec amour, et ça doit être ressenti réellement exactement, c'est exactement la sensation, comme une envie sexuelle, si on peut le comparer. C'est quelque chose de très intense. Et vous devez transmettre cette émotion à un autre diencéphale, et pas ailleurs. Donc vous pouvez vous entraîner à le faire avec quelqu'un dans un supermarché en faisant vos courses, et vous allez observer la réaction de la personne. C'est là que vous allez savoir si vous êtes capable d'utiliser vos émotions. Et quand je dis vos émotions, c'est l'émotion de la sérénité, l'émotion de l'amour. Donc ne changez pas, quand vous allez faire l'exercice, ne changez pas votre émotion au moment où la personne va réagir. Vous devez maintenir votre émotion de départ, et c'est ça qui est difficile, car au début, vous allez être tellement surpris de sa réaction que cela va vous faire perdre le fil initial de votre émotion. Donc le centre émotion de la sérénité d'amour se trouve dans le bas-ventre vers le 4 Genmo, ce qu'on appelle le Tantien, qui est la source d'énergie. Mais en fait, la transmission va se faire par le diencéphale et les yeux. Donc il n'y a pas besoin de forcément méditer, mais d'entraîner son diencéphale à transmettre l'émotion de sérénité. La pensée n'est rien d'autre qu'un substrat émotionnel. Vous pouvez avoir les meilleures intentions possibles, si l'émotion n'est pas présente, c'est comme si vous buviez un verre d'eau vide. Alors, ce qu'on appelle le 17 Genmo, qui se trouve entre la ligne des deux seins. Ça permet de savoir si vous êtes dans l'état de sérénité. C'est-à-dire, il n'y a plus aucune tension inutile dans votre corps et vous êtes capable d'envoyer la sérénité. Donc, vous vous tenez debout normalement et vous demandez à un partenaire de vous pousser avec son index entre les deux mamelons sur le sternum, une poussée de 100 grammes. Et vous allez voir à quel endroit vous résistez à cette poussée. Et la plupart des gens vont se mettre à pousser de façon anticipée. Et si l'exercice est fait correctement, vous devez sentir un alignement de toute votre colonne vertébrale, ainsi qu'une assise dans le bas-ventre et dans vos pieds, et une contre-poussée imperceptible au niveau du point de poussée. Et cette poussée ne représente pas plus d'1 centimètre vers l'avant. Personne ne doit constater que vous résistez. Tout ça doit se faire dans une détente générale, avec une force imperceptible. Donc, il y a certaines personnes qui vont se cambrer, d'autres qui vont se faire en rapprochant les épaules, d'autres qui vont contracter les jambes, d'autres qui vont faire une mimique, etc. Donc, toujours la sérénité et la sérénité dans l'amour, avec ce qu'on appelle le sourire intérieur. Ce point entre la poitrine, où là vous captez les émotions des autres, on a vu ça dans les cours, la poitrine représente un lieu de perception et un lieu d'émission assez important. C'est ce point qui indique où votre âme se présente aux autres. La façon de vous tenir ne doit pas ressembler à de l'orgueil, mais de la fierté, ce qui est complètement différent, ou la satisfaction de justesse, de sérénité, sans aucun effort. C'est le centre physique de votre âme physique qui s'exprime à cet endroit. Voilà, j'ai terminé pour cette partie. J'espère vous avoir expliqué surtout le pourquoi nous sommes reliés à l'univers et comment nous sommes reliés à l'univers par l'intermédiaire du lien qui est entre l'univers et le proton et la quantité d'énergie
identique entre la masse de l'univers et le proton. Donc, chaque fois que vous pensez que vous faites quelque chose, un des actes, chaque fois, vous avez des grains d'énergie qui communiquent avec l'univers et l'univers communique avec le proton. C'est exactement la même chose. Si vous avez des questions, donc ce qu'on appelle la conscience, ou ce qu'on appelle plutôt l'âme avec M. Kesh, c'est cette connexion entre l'univers constitué d'une même énergie et nous constitués d'une même énergie. C'est ça l'âme. C'est ce complexe d'aller-retour entre les deux. C'est vraiment une compréhension physique et pas simplement spirituelle. Le problème, c'est qu'on n'avait pas fait cette démonstration jusqu'à présent. Et donc, M. Kesh nous l'expliquait et ce n'est pas facile à expliquer. J'espère que ce n'était pas trop ardu. C'est vraiment très, très intéressant. J'entends difficilement. Oui, je dis c'est très intéressant et ça permet de comprendre énormément de choses. Oui. Et j'aurais un commentaire à faire par rapport au proton qui a toute la connaissance de l'univers. Oui. Et l'univers qui a toute la connaissance du proton. Oui. Ça m'évoque en fait ce dont il était question là en début de session du mensonge. Mais en fait, quand on regarde ça, on ne peut pas mentir parce que l'univers, il sait tout en fait. Oui. Et donc, ça ne sert à rien de mentir. Ben oui. L'univers, il sait tout. Oui. Et en fait, on est tous reliés aussi au tout. Oui. Tout à fait. Les informations du proton sont les informations de l'univers. La dernière fois, j'avais dit que ce que je pense aujourd'hui et ce que je fais aujourd'hui, c'est exactement ce que fait mon voisin et ce que mon voisin pense. La différence, c'est qu'on ne le fait pas forcément au même moment. Donc, on fait tous la même chose, on pense tous la même chose, mais à des petits instants différents ou en des lieux différents. Ce qui donne l'impression qu'on fait des choses différentes, ou on pense des choses différentes. Mais en matière de pensée, on pense tous exactement la même chose, tous. Sauf que ce que moi j'ai pensé lundi, vous allez le penser mardi, ou on va le penser en même temps, mais ça ne sera pas dans des lieux identiques. Donc ça donne l'impression que c'est différent. Et on peut dire aussi qu'on peut penser avec des filtres différents aussi, même si on pense la même chose. Oui, enfin, le terme à utiliser, enfin, je pense que le bon terme, c'est le point de vue. Il y a une loi en physique qu'on ne peut pas violer, c'est que quand deux particules occupent le même espace, elles disparaissent. Donc, ce qui fait que l'on est des individus, c'est qu'on a des points de vue, c'est-à-dire vraiment dans l'espace et en physique, nous sommes dans des points différents. Toutes ces sphères-là, ce sont des points de vue sur le plan de la physique. Ce sont des points d'où l'on voit, d'où l'on perçoit. Voilà, donc jusqu'à présent, on pourrait dire la conscience. Nous, on appelle ça l'âme, mais c'est vraiment comprendre ce processus, voilà, entre nous, l'univers. Ou je dirais plutôt voilà, on envoie les choses à l'univers sous forme de grains d'énergie. En plus, on communique tous les uns les autres du point de vue proton et du point de vue plasma primordiaux d'énergie. Tout ce qui se passe ici, c'est exactement ce qui se passe là-haut. Voilà. Si on pouvait avoir les yeux pour voir l'ensemble des grains d'énergie là-dedans, ça nous arrangerait bien. Ok, y a-t-il d'autres questions?
accord ou désaccord. Là, ce que je vous ai donné, c'est les dernières données de la physique actuelle. C'est très récent. Et c'est pour ça qu'on est amené à dire que c'est la physique qui explique la spiritualité et non pas l'inverse. Donc tout ceci, en fait, ça a été découvert certainement d'une autre façon par des civilisations qui nous ont précédés. Bonsoir Jean-Jacques, c'est Catherine. Je peux demander quelque chose? Bien sûr, Vu qu'on pense tous la même chose, oui. comment ça se fait qu'il y en a qui pensent carrément du mal? Ceux qui font du mal, nous on pense quand même pas la même chose qu'eux. Ah bah, je sais pas, revois ton passé. Non, je dis pas ça méchamment, hein. Je pourrais dire dans d'autres termes, est-ce que parmi vous, jamais personne n'a volé un bonbon? Oui, Donc, je pense qu'on a dû le faire ça. voilà, donc c'est pas une question d'accusation, hein, c'est pour dire que trouvez-moi quelqu'un qui n'a jamais volé un bonbon, ou je sais pas, ou autre chose, vous voyez? Donc, à des degrés divers, bien sûr, on n'a pas fait. Il y en a qui volent des bonbons, d'autres une voiture, mais l'idée est la même. Et au niveau de la méchanceté, à des degrés divers, à voir. Des fois, on fait du peine aux autres sans sachant qu'on a fait de leur peine. Tout à fait, tout à fait. Et Mais quand- alors, même en ça, c'est ça qui arrive. On a été formaté quand on était jeune d'une façon qui n'était pas naturelle. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on fait des choses. Et c'est pour ça que j'avais demandé, c'est quoi un mensonge? Parce Oui, que nous faisions tous des mensonges. j'ai voulu traduire ton passage justement parce que c'était vraiment très important, parce qu'il y a tellement de façons de voler, tellement de façons de mentir. Et dans l'étude de la psychologie moderne, on ne le voit pas sous cet angle-là. On appelle ça le complexe d'Oedipe, mais en fait, c'est toute une structure de mensonge, en fait. Exactement. Donc, voilà, si vous retracez… Alors, nous, on a fait des progrès, on essaye d'en faire encore plus, on essaye d'être de plus en plus droit et transparent. Est-ce qu'on l'est encore à 100%? Ça m'étonnerait. Voilà. On essaie d'être de mieux en mieux. Mais dans le passé, si on regarde, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, ce que j'ai fait hier, vous allez le faire demain, un autre le fera après-demain, mais on fait tous la même chose et on pense tous la même chose. Donc, qui n'a pas été méchant dans son enfance? Vous voyez? Exactement. Donc, Ça, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des décalages entre ce que moi je fais et ce que vous allez faire et vice-versa. Mais la structure de pensée dans l'évolution de l'être humain, elle est strictement identique. En plus, on véhicule, n'oubliez pas qu'on véhicule des rapports ancestraux dans ce qu'on appelle la phylogénèse. Jean-Jacques? Oui, Oui, tout à l'heure, tu as dit qu'on est dans une position. oui, Oui, c'est la position. Quelle est la position? Alors, si vous mettez une lampe quelque part, c'est comment on dit, la distance entre vous et la lampe, et ça vous fait éclairer. Plus on est loin de la lampe, plus on devient plus noir. C'est Oui. bien ça? oui, C'est pourquoi, dans ce monde-là, si les gens pensent qu'ils vont aller dans le monde de la lumière, ils vont regarder la lampe et ils vont se conduire et s'approcher de la lampe de plus en plus. Plus qu'on approche de la lampe, plus qu'on voit plus clair et on commence à faire la différence entre les couleurs, puisque dans le noir, toutes les couleurs se ressemblent. oui, Voilà. Plus on est près de la lumière s'éclaircit, on verra le rouge, le bleu, le vert et le jaune et toutes les couleurs. Mais si on approche de plus, on voit il y a ce
pas seulement le rouge, mais il y a le rouge foncé, le rouge pâle, le rose et le mauve et tout ça. C'est plus on est éclairé, plus qu'on peut faire la distinction de toutes les couleurs, puisque chaque couleur est, comme Fred a dit, on est souvent à un filtre. Chacun de nous a un filtre. Par exemple, même nous allons à la lumière, mais chacun a son filtre. Par exemple, j'ai le fil rouge. Je vois tout ce qui est rouge et comme on dit, est compatible avec moi. Mais tous les autres n'est pas compatible. C'est ainsi que dans chaque position, non seulement la position, il y a encore le fil de chacun. Le fil, comme vous avez des lunettes avec des couleurs. Alors, il faut que vous approchez de la lumière. Deuxièmement, vous enlevez les couleurs de vos lunettes. Plus que les couleurs, c'est le fil, plus il devient translucide, plus vous percevrez les couleurs telles quelles. Voilà, c'est ce que j'ai appris dans la perception de l'homme. Comment l'homme voit le monde. Voilà, c'est à nous de faire approcher de la lumière, enlever notre filtre devient de plus en plus translucide. N'oubliez pas qu'un proton, c'est un ensemble de grains d'énergie et c'est de la lumière. Je suis en train de vous mettre sur la voie, là. Mais ces lumières ont des couleurs. Oui, mais les couleurs d'arc-en-ciel. La question n'est pas, à mon avis, la question n'est pas là. Non, mais chez nous, on a des filtres. Nous avons des lunettes. C'est de la lumière. Donc, si vous percevez, si vous faites le lien entre l'ensemble d'énergie de l'univers et vous qui êtes proton, vous allez percevoir votre corps comme de la lumière. C'est vous qui êtes la lumière. C'est pourquoi je dis il faut qu'on s'illumine soi-même et on illumine les autres. Voilà, mais quand je dis c'est de la lumière, c'est au sens physique et pas au sens spirituel. On est vraiment de la lumière au sens physique. Mais c'est notre spirituel qui sera éliminé. Il faut cultiver notre spiritualité là.